Alors, on va revenir sur la partie lumière un peu plus biologique et commune. Là, on a vu que toutes ces œuvres, elles sont soumises à votre lecture, à votre œil, à votre goût personnel. Moi, je voudrais vous parler de toute la partie qui nous rassemble, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les images que vous voyez, alors j'ai un petit pointeur, toutes les images que vous voyez côté droit et en dessous, ce sont des images que j'ai pu tester à l'étranger et évidemment les gens reconnaissent à chaque fois sur ces images quelque chose de commun, c'est-à-dire que l'image en haut à droite, tout le monde a dit oui c'est un coucher de soleil, l'image en bas à gauche, ah bah oui c'est la lune, je reconnais bien la teinte de couleur bleutée, en bas à droite c'est un peu plus difficile, c'est le lever du soleil, une lumière un peu plus froide, mais on se rend compte que ça c'est pas culturel, c'est quelque chose qui nous rassemble tous, on a cette même interprétation de la lumière naturelle. Par contre, dès qu'on commence à montrer de la lumière colorée, de la lumière qui est plus intérieure ou de la lumière artificielle, là, on sait qu'en Chine, par exemple, une lumière très froide est très bien appréciée. Si là, on vous mettait une lumière bleutée, blafarde, comme on peut l'avoir avec les sources qu'on appelait les sources à économie d'énergie avant, c'est rejeté en Europe. On sait qu'on a une appréciation culturelle qui n'est pas la même. Moi, je voudrais vous parler plutôt de cette partie objective qui nous rassemble tous et qu'on retrouve de partout. Donc la lumière en particulier naturelle, mais pas seulement. On a, donc cette partie-là est complètement objective parce qu'elle est liée à notre partie biologique et à notre métabolisme. Et tout ça, ça vient, on a eu beaucoup de recherches qui ont été effectuées, et j'ai beaucoup de chance, j'ai commencé mon activité au moment où ça démarrait. On a eu beaucoup d'évolution de la recherche sur la partie lumière et l'appréciation du métabolisme de cette lumière depuis 1997. Alors, je vous ai mis quelque chose qui est bien scientifique, qui fait bien peur au début. On a ici une expérimentation qui a été faite en 1997 et qui concerne, alors en abscisse ici, donc à l'horizontale, c'est les heures du jour. Donc on voit que ça fait 8 heures, 20 heures, 8 heures, 20 heures. Donc on a une journée, une autre journée, une autre journée, une autre journée. Donc on a 5 journées d'affilée. Et verticalement, on a l'activité d'une personne qui était atteinte d'Alzheimer. Donc l'activité, c'est un indice, un indice d'éveil, on va dire. Et on voit que cette personne, pendant la journée, elle est active, mais il y a des journées où elle était très peu active. Et puis de nuit, là on voit 2 heures du matin, on voit que la personne, elle a été réveillée, elle a eu des activités assez importantes, donc elle s'est baladée, elle n'était pas du tout endormie, assez fréquemment pendant la nuit. Donc on voit des pics d'activité et on a beaucoup de mal à lire la partie jour et nuit. Et à droite, on a une moyenne sur une vingtaine de personnes qui étaient atteintes de la même maladie, donc un constat d'une activité pour ces personnes. Et il y a eu un traitement, on a mis ces personnes sous une dose de lumière assez importante, ils appellent ça en anglais bright light, donc il n'y avait pas des conditions absolument établies, on ne sait pas combien de luxe ou autre, mais on a mis ces personnes sous de la lumière assez puissante pendant la journée, qu'on a arrêté la nuit. Et pendant 5 jours, l'expérimentation a été faite, et ça, c'est la même personne. Pendant l'expérimentation, on voit que d'un seul coup, elle était active pendant la journée, et pendant la nuit, de 20h à 8h, très peu d'activité. Le lendemain, quasiment pareil, etc., etc., etc. Et quand on faisait la moyenne de toutes les personnes qui étaient traitées, on voit que d'un seul coup, on pouvait relire beaucoup plus nettement la nuit, le jour, et on voyait également que les activités de jour étaient plus importantes que ce qui était précédemment. Je ne vous ai pas mis le dernier graphique, c'est quand on arrête le traitement, ça redevient comme ça. Ça redevient complètement erratique. Donc en 1997, on avait tous la notion, enfin les gens savaient qu'il y avait probablement un lien entre la lumière et le rythme de jour, nuit, le rythme de vie. On se demandait par contre, on n'était pas encore certain de la façon dont ça fonctionnait. Il y a d'autres essais qui ont été faits avec un peu les mêmes principes de test, mais en mettant des personnes exposées avec très peu d'habits, mais des lunettes de soleil, et l'inverse, des personnes qui avaient beaucoup d'habits, qui étaient complètement habillées, mais sans lunettes de soleil, et sur lesquelles on envoyait de la lumière sur les yeux. Et on s'est tout de suite rendu compte que c'était les personnes qui n'avaient pas de lunettes de soleil et qui avaient beau être complètement habillées, qui réagissaient à la lumière. Donc, la conclusion en 97, c'était c'est bien dans l'œil que ça se passe, c'est bien quelque part là-dedans que ça se passe. Du coup, jusqu'en 2004, les études ont été poussées et ont été découvertes, alors le terme un peu médical, les CGRIP, les cellules ganglionnaires de la rétine intrinsèquement photosensibles. La nouveauté, sans rentrer complètement dans le détail, c'est que précédemment, vous avez tous entendu parler des cônes, des bâtonnets, qui sont, eux, sensibles à la lumière, et puis qui, après, sont interprétés pour avoir un message lumière par le cerveau. Et donc, le principe, c'était, donc on connaissait ce processus qui passait par les cônes, qui passait ensuite par des cellules qu'on appelle bipolaires, pour après atteindre les ganglions, atteindre une partie de l'œil qui envoyait le message au cerveau. Mais on a découvert des nouvelles cellules, en 2004, qui sont directement sensibles à la lumière. Ça veut dire que même si on enlève les cônes et les bâtonnets,
il y a une partie de notre œil qui réagit à la lumière et qui envoie directement des informations au cerveau pour nous dire il y a de la lumière, il se passe quelque chose. Et ça a été une découverte majeure qui a expliqué en grande partie toute cette partie métabolique. Et on va rentrer un petit peu dans des choses un peu abruptes, mais on va voir à quoi ça nous sert. On a pu voir que la courbe de sensibilité de ces ganglions, de ces nouvelles cellules, est complètement différente de celle, enfin complètement, elle est un petit peu décalée, on va dire, elle est décalée par rapport à celle que l'on a pour les cônes et les bâtonnets qui nous permettent d'avoir la vision. Donc la vision, c'est ce qui est en bleu. Donc on a une courbe de sensibilité de l'œil qui est celle-ci pour la vision, et qui a un maximum qui est un petit peu dans le jaune-vert. Et quand on regarde les cellules dont on vient de parler, les cellules ganglionnaires, elles sont un petit peu décalées sur la gauche. On est toujours dans le domaine du visible, par contre, on n'est pas en train de sortir. Mais du coup, on a une sensibilité qui est plutôt dans le bleuté, ici, dans une teinte un petit peu plus froide. Et ça, c'est très important parce que nous, on est habitué à éclairer en tant qu'éclairagiste, on éclaire avec quelque chose qui doit surtout correspondre à ça, mais finalement, on ne prenait pas tellement en compte cette autre courbe. Donc là, je vous ai remis la première courbe. Ici, je vous ai mis les courbes d'une source à LED. Donc en jaune, c'est une LED qu'on appelle blanc-froid. Et on voit que cette courbe ici, elle est complètement calquée sur la courbe de sensibilité de l'œil. Donc on voit qu'elle était assez efficace. Et finalement, côté gauche, là on a cette courbe marron qui correspond toujours à notre cellule ganglionnaire. On voit que les LED envoient quand même un petit peu de lumière, les LED blanches envoient quand même de la lumière dans cette longueur d'onde-là. Donc ce qui n'est pas inintéressant. Et on a ici une LED qu'on appelle une LED bleue. On sait que la LED, on est capable de faire du rouge, du vert, du bleu, avec des longueurs d'onde très très précises. Et une LED bleue, vous avez vu, ça tombe en plein dans le pic de sensibilité de ces cellules ganglionnaires. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des choses avec ces LED bleues qui vont nous permettre de jouer sur les cellules ganglionnaires sans perturber la vision. Alors pour information, voilà, donc la température de couleur, ce qu'on appelle la teinte, la température de couleur, on va pouvoir jouer avec cette température de couleur pour améliorer le rythme de vie des gens. On va voir comment on peut influer dessus. Une petite digression également, vous avez tous entendu parler du pic de bleu des LED qui sont dangereuses. Vous avez tous eu peur des LED en disant « Oula, je vais avoir des problèmes de santé ». Il faut relativiser, les LED sont dangereuses si vous mettez votre œil à moins de 10 cm avec l'œil ouvert comme ça pendant 30 minutes d'affilée, vous risquez d'avoir des problèmes. Moi, ce que je dis souvent, c'est pareil, si vous mangez une LED, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais il ne vous viendra pas à l'idée d'aller vous mettre à 10 cm pendant une demi-heure. Donc le pic de bleu, l'explication de la dangerosité, c'est ce petit pic ici, qui en fait n'est pas tellement perçu par l'œil. Donc l'œil est susceptible de rester, l'iris risque de rester ouvert parce qu'il n'a pas vu, il n'est pas sensible à ce bleu. Et le bleu, c'est la longueur d'onde où il y a le plus d'énergie. Donc du coup, on risque d'abîmer la rétine si on a cet œil ouvert devant du bleu. Donc le pic de ce bleu ici, on voit qu'il est un petit peu décalé par rapport au pic aux cellules ganglionnaires. Tout ça pour dire qu'on est susceptible, avec les LED qui sont en train d'arriver et qui sont même déjà en grande partie sur le marché, on sera capable de gérer et la dangerosité de la lumière et le rythme circadien dont on va voir qui dépend complètement de ça. Donc ça va être des implications assez intéressantes pour l'utilisation de la technologie. Ici en haut à droite, c'est la courbe spectrale, donc l'émission de lumière d'une source traditionnelle ou d'une source fluorescente, où on voit que le bleu, là la partie qui nous intéresserait pour faire cet impact sur les cellules ganglionnaires, est beaucoup plus faible. Donc on sait qu'avec des anciens tubes fluorescents, comme vous avez à l'entrée, on aurait plus de difficultés à gérer cette partie qui va nous importer pour le rythme circadien. Aujourd'hui, du coup, dans les différentes préconisations, les réglementations, on a tout de suite une tendance à aller dire « Ah, bah, du coup, il faut vite réglementer, il faut vite que les gens envoient, il faut que dans les bureaux, on ait cette lumière bleue ». Donc il y a déjà des recommandations, donc une préconisation d'un label qui s'appelle WELL, qui est un petit peu comme la HQE, si vous avez entendu parler, la haute qualité environnementale. C'est un truc américain dans lequel tout de suite ils ont dit « Ah ben il nous faut des luxes circadiens dans cette lumière bleue qui va nous aider à mieux vivre ». Mais la communauté scientifique, elle émet des réserves aujourd'hui parce qu'on est en train de rentrer dans le domaine qu'on appelle les effets non visuels de la lumière. Les effets visuels, on les connaît, c'est l'œil, on voit bien, on voit les obstacles. Les effets non visuels, c'est tout ce qui va correspondre à ce qui n'est pas de l'ordre de la vision, mais ce qui est de l'ordre du métabolisme. Et là, pour savoir les conséquences de ce qui se passe dans ce domaine-là, on rentre dans le médical. Et dans le médical, il va falloir faire des expérimentations, comme pour mettre un médicament sur le marché. Il faut tester, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il faut être sûr que c'est bien ça, etc., etc. Donc aujourd'hui,
Les scientifiques sont plutôt en train de dire « Attendez, on n'est pas encore complètement sûr, il faut expérimenter ». Alors du coup, ce que nous dit l'INSERM, et j'ai demandé à Claude Gronfier, qui travaille sur ce domaine-là à Lyon, de m'autoriser à utiliser un peu ces résultats, puisque c'est pas moi qui fais ces recherches, c'est un peu l'INSERM qui est moteur là-dessus. On a la chance d'ailleurs d'avoir cet institut cellules souches et cerveau, qui travaille sur le département chronobiologie et troubles affectifs à Lyon. Et donc ces personnes font des expérimentations médicales avec des vrais gens, des vrais cobayes, on va appeler ça, et je vais vous montrer quelques petits résultats, et des choses assez intéressantes, et eux expérimentent pour nous dire ce qu'il faut vraiment retenir. Alors aujourd'hui, ce qu'ils nous en disent, c'est que la lumière, c'est un stimulus biologique majeur. Quand ils mettent des mots comme ça, c'est que c'est important et qu'ils se doutent qu'on va pouvoir en faire des choses en bien ou en mal. Et ce qu'ils nous disent, c'est aussi qu'on peut en faire des choses en mal. Il y a des choses dont on sait, des choses qu'ils connaissent déjà très bien, donc la photosynthèse des plantes, la régulation de la température corporelle par la lumière, on sait que ça a un gros impact et c'est déjà des choses qui sont expérimentées, qu'on connaît bien. La synthèse de la vitamine D, on sait tous que oui, quand on va prendre le soleil, il y a une synthèse de vitamine D qui va se faire, qui est bonne pour nous. On connaît la vision. Par contre, il y a plein de choses, là j'ai une grande liste, plein de choses qui sont moins bien connues et dont ils disent qu'il va falloir les expérimenter pour mieux les connaître, et ces domaines-là sont probablement plus importants que ceux qu'on a vus avant. Plus importants dans le sens qu'ils vont nous impacter dans notre santé, qui vont avoir des conséquences très importantes. Et eux nous disent, on voit bien, on n'est pas encore complètement sûr, mais on est en train de l'expérimenter, on sait qu'il y a un impact de la lumière sur la régulation de l'humeur, du bien-être, de la vigilance, de la cognition. Cognition, ça veut dire que dans les salles de classe, si on n'a pas la bonne lumière, ou suivant la lumière, les gens vont pouvoir apprendre mieux ou moins bien en fonction des conditions lumineuses. Et ça, c'est pas juste de l'ésotérique, c'est on vérifie qu'il y a un lien entre la qualité ou les conditions lumineuses et l'apprentissage des gens. Et il y a également un lien entre la lumière et l'horloge biologique et le sommeil. Et si on n'a pas un bon rythme circadien, pas un bon calage, il y a des risques avérés alors il y a toute une liste, je vais en lire 2-3, mais de fatigue, de troubles de vigilance, de difficultés de concentration, de troubles de mémoire, etc. etc. Ça, ce ne sont pas des assertions, ce sont des choses qui sont en train d'être vérifiées et en train d'être quantifiées. Alors pourquoi ces éléments sont aussi certains et font l'objet de recherches? On va les expliquer un petit peu. On voit qu'on va avoir des applications intéressantes, en particulier sur les décalages horaires et les jet lag. Ici à gauche, vous avez un petit graphique qui montre le rythme propre des personnes, le rythme circadien, qu'on appelle circadien. C'est-à-dire si on les coupe de la lumière naturelle, de la lumière tout court, on va voir que leur rythme jour-nuit est basé sur un rythme qui n'est pas celui de 24 heures. On voit qu'ici, on a 23h,5, donc 23h30. Ici, on a 24 heures. Ici, on a 24h,5, donc 24h30 minutes. Et on voit que la plupart des personnes sont décalées, ne sont pas fixées sur 24 heures. Donc si on laisse toute cette salle dans le noir et on laisse les gens vivre pendant 2-3 jours, vous allez prendre un rythme qui est en décalage. Vous avez probablement entendu parler des expérimentations, des gens qui allaient dans des grottes, qu'on a laissé pendant une vingtaine de jours dans le noir, et on les a laissés vivre, et on s'est bien rendu compte qu'ils se calaient sur 24 heures, virgule quelque chose, et petit à petit, ils se décalaient, ils se décalaient, ils se décalaient. Donc ça aussi, c'était des expérimentations qui avaient lieu plutôt dans les années 2000, et qui semblaient dire qu'il se passait des choses. Donc ça, c'est quand même assez récent, ces savoirs-là. Et ce qui est aujourd'hui identifié, c'est que si on a un décalage donc on est susceptible de vivre sur plus que 24 heures ou moins de 24 heures, et d'ailleurs on peut noter que les femmes ont un décalage, sont plutôt sur un rythme un tout petit peu plus court que les hommes. Il y a 6-7 minutes de décalage, donc les femmes, vous êtes plutôt couche-tôt par rapport à nous, les hommes, qui sont plutôt couche-tard en moyenne. Après, on sait que le calage de ce rythme circadien, il se fait par la lumière qui passe par l'œil, comme on l'a dit, qui va dans le ganglion. Le ganglion, il dit au cerveau, j'ai de la lumière, il fait jour, et là, c'est le cerveau qui décide d'envoyer des hormones. Et l'hormone, on va parler de la mélatonine, qui va être l'hormone du sommeil. Donc on est vraiment sur un domaine de l'hormone, du médical, et quand on commence à parler d'hormones, on se dit, mais finalement, toute la première partie, si on parle d'hormones, on est peut-être capable aussi de la chanter. On peut prendre tout à fait des hormones qui s'appellent la mélatonine, on peut prendre des capsules, c'est en vente aux États-Unis, c'est pas en vente en France, mais on peut prendre des petites capsules de mélatonine pour dormir ou ne pas dormir, et pour chanter tout ce système. Donc,
Ça a été complètement vérifié. On sait que ça a un impact complètement sur le métabolisme qui est avéré. Ici, un autre test qui a permis d'appréhender un peu plus avec des chiffres cet impact. On a des tests de mesure donc sur une journée, puis une deuxième journée, troisième journée. Et là, on mesure la sécrétion de mélatonine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens, on les a fait passer comme des cobayes et on leur a pris du sang toutes les heures, toutes les demi-heures, et on a regardé le taux d'hormones dans le sang. Donc là, c'est un protocole complètement médical qui a permis de faire ces essais-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'une personne, ici, cette personne, donc quand on ne sécrète pas la mélatonine, on est en éveil. Quand on la sécrète, on commence à s'endormir. Donc là, on voit que la personne, en journée, elle ne sécrétait pas la mélatonine, et puis la sécrétion avait lieu vers 22 h, donc la nuit, elle dort bien, et puis le matin, elle arrête de sécréter cette mélatonine. Et les autres jours, les jours suivants, pareil, avec des toutes petites variations. Et un jour, on a embêté ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, et on lui a fait subir un éclairage très intensif, alors plutôt 10 000 lux, donc ce qui est assez puissant, pendant 6 heures, juste au moment où il devait, juste avant la sécrétion de mélatonine. Et on voit que la lumière a complètement empêché cette sécrétion, elle l'a retardée, et puis quand on a arrêté la lumière, ah ok, on a sécrété la mélatonine, et puis il a pu dormir. Le lendemain, on pourrait se dire qu'il était fatigué, qu'il allait s'endormir plus tôt. C'est le contraire, on voit que la sécrétion de mélatonine, elle a été décalée plus tard, elle a eu lieu plus tard, et pendant les 3 jours suivants, on voit que la sécrétion a lieu 3 heures plus tard. Donc on a pu décaler l'horloge biologique de cette personne avec une dose de lumière intensive pendant un temps donné. Et ça permet de dire qu'on est capable de récupérer d'un décalage horaire en voyage, on peut récupérer 3 heures par jour avec la lumière ou avec la mélatonine. Donc dans les aéroports, ils peuvent vous vendre aux États-Unis des petites capsules qui vous disent « avec ça, vous le prenez à tel moment ou à telle heure avant le départ, vous allez pouvoir mieux récupérer de votre jet lag ». Mais le meilleur moyen, c'est quand même de le faire naturellement avec de la lumière. Donc ce qui est en conception aujourd'hui, c'est que dans les aéroports, on va bientôt vous proposer des petites cellules pour préparer votre voyage, pour dire où est-ce que vous allez. Ah, il vous faut de la mélatonine ou il vous faut de la lumière ou pas, pour vous préparer à mieux récupérer de votre jet lag dans votre futur voyage. Mais ça dépend évidemment de si vous allez vers l'Est ou vers l'Ouest et du temps de voyage. Donc ça, c'est une des applications possibles. Alors, sur ce petit graphique que je trouvais intéressant, donc je l'ai repris, c'est aussi à l'ENTPE qu'ils avaient fait cette étude. Ils ont mis quelqu'un avec une petite sonde pendant plusieurs journées. Et alors, toujours un peu compliqué, hein, je fais le scientifique, mais on a ici le temps passé dans les différentes activités quotidiennes. Donc, on a ici la douche du petit déjeuner, la marche vers le bus, le bureau. Donc, le bureau, il prend beaucoup de temps, là, on travaille longtemps, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en bas, on a la dose de lumière cumulée, la quantité cumulée pendant la journée, et on regarde à quoi ça correspond. Et on se rend compte que la quasi-totalité de la quantité de lumière qu'on prend dans la journée, elle vient du moment où on marche vers le bus, où on marche pour aller déjeuner, où on marche pour aller au bureau. Les quelques minutes qu'on passe à l'extérieur représentent la grosse majorité de la quantité de lumière qu'on attrape et qui est susceptible de nous recaler dans notre rythme circadien. Donc marcher pour aller au bureau plutôt qu'aller en voiture. Alors en voiture, on capte quand même pas mal de lumière, mais c'est très important. Et les études aujourd'hui sont sur ces ordres de choses-là pour essayer d'identifier comment on peut ou pas améliorer, ou quels vont être les impacts positifs ou négatifs des différentes actions. Mais il y a des gens qui s'en sont tout de suite appropriés, en particulier les centres commerciaux ou les lieux de vente, qui commencent déjà à utiliser l'argument santé comme un argument de vente, en disant « mais venez chez moi, venez dans mon centre commercial, moi j'ai de la lumière naturelle et ce sera meilleur pour vous ». Donc, au lieu de dire juste mon centre commercial est plus agréable, on va commencer à vous dire « venez vous soigner chez moi ». On va commencer à décaler un petit peu le discours. C'est assez intéressant, mais est-ce que c'est réaliste ou pas? Il va falloir l'objectiver un petit peu. Il y a plein de domaines sur lesquels il y a des tests en ce moment de lumière, donc là je vais en passer en revue quelques-uns avant de donner la parole. Il y a l'Institut Paul Bocuse qui se trouve à Lyon également, donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur Lyon et c'est très actif. L'Institut Paul Bocuse, eux, ils étudient les réactions des gens et l'appréciation du goût des différents aliments en fonction de la lumière, entre autres. Ils font plein d'autres expériences, mais entre autres sur la lumière. Donc ils étudient, ils font passer des gens, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire, c'est pas très cher, vous pouvez aller manger là-bas, mais vous allez subir
des caméras qui vont regarder comment vous mangez, ils vont vous poser des questions, etc., etc. Et ce qu'on avait conçu avec eux dans un projet commun, c'est une salle d'expérimentation dans laquelle on peut faire changer la lumière en teinte de lumière. Donc là, vous voyez une lumière un peu chaude en bas à gauche et une lumière un peu plus froide en haut à droite, et on est capable de changer ça et de comparer, de faire une première session en lumière chaude, une session en lumière froide, après une lumière plutôt accentuée, etc. Et de voir quel est l'impact, le lien, la façon dont les gens ont apprécié la nourriture en fonction de la lumière. Donc c'est une des thématiques possibles des applications. Nous, on a une application très rigolote là-dessus, moi j'ai trouvé ça amusant. On nous a demandé un jour d'étudier, donc il y avait un site sur lequel Bouygues devait construire une autoroute, et il y avait des écrevisses. Alors c'était des écrevisses à pattes blanches qui étaient classées, et qu'il fallait surtout pas perturber. Donc l'autoroute devait passer au beau milieu de leur lieu de reproduction, entre autres, et de vie. Et donc Bouygues a construit un énorme tunnel. Vous voyez la taille du bonhomme ici, qui est petit. Ils ont construit un tunnel rien que pour ces écrevisses, pour que les écrevisses puissent traverser. Sauf qu'ils se sont dit à un moment, mais en fait, un tunnel comme ça, tout noir, est-ce qu'elles vont vraiment traverser? Donc ils nous ont dit, mais est-ce que vous pouvez nous aider à trouver quelle lumière il faut mettre dans ce tunnel pour qu'elle traverse effectivement? Donc là, à nouveau, le lien, c'est aller chercher quelle est la sensibilité de l'œil de l'écrevisse. Est-ce que c'est différent d'une autre? Qu'est-ce qui va faire que l'écrevisse va vraiment traverser ou pas? Donc des applications assez amusantes, mais vous voyez, l'engin, là, c'était un enjeu de quelques millions d'euros. Voilà. Après, des applications plus sérieuses, enfin plus en lien avec nos problématiques au jour le jour, on a fait beaucoup d'études sur les personnes malvoyantes, le lien entre la vision et les conséquences qu'on peut avoir sur la conception lumière. Et entre autres, on avait fait une expérimentation qui commence à dater, c'était fin des années 2000, avec la ville de Lyon, avec l'INSERM entre autres, où on a fait passer des personnes malvoyantes sur un site où on avait proposé différents types d'éclairage. Et avant ça, il a fallu comprendre quelles étaient les pathologies des gens et comment ça se traduisait. Donc une scène qui pour nous paraît tout à fait banale, c'est l'avenue Foch à Lyon. Une scène tout à fait banale, on nous a expliqué, on a regardé, on a essayé de comprendre avec des personnes malvoyantes comment eux le percevaient. Et on a vu des gens qui nous disaient, bah là, moi, je vois ça. C'est-à-dire que je vois un truc super éblouissant, du coup, je vois plus rien de ce qui se passe au loin. Donc je regarde où? Je regarde devant mes pieds. Je regarde surtout pas au loin parce que tout ça, ça m'éblouit. Ce que nous, on considère comme, oui, il y a une source lumineuse, pour eux, c'était complètement douloureux. Des gens qui avaient beaucoup moins de contraste, des gens qui voient complètement flou, des gens qui voient de façon complètement contrastée, des gens qui ne voient pas autour, des gens qui ne voient pas au centre. Donc il y a plein d'applications de lumière qu'on doit comprendre avant de concevoir des espaces en éclairage urbain. Et donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on fait des recherches. Et aujourd'hui, si vous voyez les potelets qui empêchent les voitures de se garer, vous les verrez, ils sont noirs en bas et blancs en haut. Et ça, c'est une conséquence de ce type d'études dans lesquelles on avait fait plein de tests différents, en mettant le sol beaucoup plus clair, en mettant les potelets rayés verticalement, horizontalement. Et on a pu voir que le potelet blanc en bas était le mieux, le contraste le plus favorable. Donc on a des vraies études qui aboutissent à des vraies applications au jour le jour. Et finalement, voilà ma dernière slide. On étudie également les questions des ambiances lumineuses dans les camions, dans les véhicules. Pour les camionneurs qui roulent toute la nuit, qu'est-ce qui va faire qu'on va les maintenir éveillés plutôt que de les endormir? On a plutôt envie de dire, ouais, on a envie d'être dans le noir, au calme et autres. Mais est-ce que ça ne va pas les endormir? Donc il y a des questions, on voit que ça impacte le rythme circadien, on serait capable de les rendre plus éveillés avec la lumière. Donc ça, ce sont des études qui sont en cours pour essayer de voir comment on change ça. Et dernière application, les prisons. J'ai envie de boucler la boucle là-dessus parce que c'est le premier sujet sur lequel on avait travaillé quand on avait lancé la boîte, c'est comment on doit éclairer les prisons. Et en particulier, vous voyez, ça c'est un mur extérieur avec les fenêtres des personnes qui sont dans les cellules. Et en fait, elles sont toujours éclairées, ces façades, parce qu'il y a besoin de voir s'il n'y a pas des objets qui passent, ce qu'on appelle le yo-yo ou autre. Et donc, c'est toujours allumé. Et donc, il y a toujours de la lumière intrusive qui vient dans les cellules. Et la question, quand on est intervenu, on nous disait « Ah, mais tiens, on va peut-être éclairer en bleu, parce que le bleu, ça calme les gens. » Donc, on était en train de partir sur un éclairage qui aurait été bleuté, qui aurait, soi-disant, calmé les gens, mais en fait, qui aurait impacté le rythme circadien et qui les aurait juste empêchés de dormir. Donc au final, on est plutôt sur une lumière qui est rouge, parce que le rouge, ça permet de voir sans perturber le rythme circadien, et c'est ce qui est appliqué dans les maisons Alzheimer, où pour que les gens puissent se lever, aller aux toilettes ou se balader sans les réveiller, on met de la lumière rouge pour qu'ils puissent bouger sans se réveiller. Voilà, donc typiquement des applications qui peuvent avoir lieu au jour le jour. Donc il y en aurait plein d'autres, mais donc la couleur, c'est pas uniquement la biologie, c'est pas uniquement le métabolisme, ça va être aussi l'appréciation sensible qu'on peut avoir de ça. Donc je donne la parole à Thomas.